le principal, c'est ce match de demain soir contre Lille, un match de Coupe de France. On en a déjà parlé un petit peu en zone mixte samedi à Rennes. La Coupe de France a un rôle très important dans vos têtes cette saison. C'est un réel objectif. Et jouer ce match au Vélodrome, c'est important pour vous. Bonjour à tous. Oui, la Coupe de France, c'est un objectif. Bien évidemment. Il fait très longtemps que l'OM ne gagne pas. 35-1, non? Et pour nous, oui, apporter un titre cette saison, ça sera bien. Et plus la Coupe de France. Et aussi, c'est un match très, très joli de jouer parce que Lille, c'est une grande équipe. Et je pense que les derniers matchs qu'on a joués au Vélodrome, c'était magnifique. Et après, oui, on a la chance de les jouer ici avec notre supporter. Et j'espère que le stade ça va être plein parce que ça nous aide beaucoup. Et oui, ça va être un match très très joli. Nico. Ouais, Léo. Une question plus individuelle. J'ai le sentiment que jamais tu as eu autant de responsabilités dans la construction du jeu. Avec l'organisation actuelle, tu es à la fois la rampe de lancement, la plaque tournante. Est-ce que tu es d'accord avec cette lecture et qu'est-ce que ça change pour toi? Oui, cette année, j'ai beaucoup de responsabilités en tant de jeu. Et c'est une des choses qui plus a changé dans chez moi. Parce que c'est une chose que les coachs ils me demandent. Non? C'est toujours de construire les jeux, d'essayer de regarder, de gérer beaucoup le ballon. J'ai fait beaucoup de passes. Et c'est toujours pour construire quelque chose aussi dans les matchs. Non? Mais au début, c'était différent. Je ne sais pas si facile, difficile, parce que c'était différent. Mais aussi, c'est une chose que je sais que ça va améliorer mon jeu. Non? Et aussi, le coach, il est trop exigeant avec ça. Mais j'aime bien ce qu'il me demande. Et aussi, si ça peut aider à l'équipe de jouer un peu plus mieux, je suis d'accord avec le coach et j'écoute toujours à lui. Flo. Léo, bonjour. Tu viens de rappeler que l'OM n'a pas gagné la Coupe de France depuis donc 89, 35 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui anime un peu les discussions entre vous? Parce que toi, tu es imprégné de cette... Voilà, tu es un ancien maintenant du vestiaire. On sent que tu aimes Marseille, tu aimes l'OM. Est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que tout le monde connaît cette histoire forte qu'avait l'OM en Coupe de France? Et est-ce que quelque part, vous vous dites pas, vu le championnat, comment il est et la domination pour le moment du PSG, ce n'est pas la compétition dans laquelle vous pouvez ramener un titre? Oui, dans la salle, on a des affiches dans les murs avec tous les coupes que l'OM il a. Non? Et bien évidemment, on a tous les joueurs ça dans la tête. Non? Et bien sûr que maintenant dans la Ligue, il y a un écart de le PSG sur nous. Donc, on est concentré sur la Coupe de France. Et je pense que c'est la manière plus rapide de prendre un titre. Et on le prend avec cette responsabilité. Bruno. Oui, Léo. On a parlé de tes performances aussi là, il y a quelques jours. Est-ce que tu estimes que le fait d'être devenu capitaine, ça t'a aussi posé quelques petits problèmes, le temps de le digérer, comme l'on dit en début de saison ou pas, parce que c'est une grosse responsabilité. Et puis après, vraiment sur ce que te demande De Zerbi, jeu court, jeu long, tu as le droit aux deux, plus l'un que l'autre, comment ça se passe? Je ne sais pas si c'était le brassard ou quoi, mais je pense qu'il y avait beaucoup de changements. Les coachs, ce n'est pas une excuse, hein, aussi ce n'est pas une excuse, mais il y avait beaucoup de changements. Les coachs, les joueurs, beaucoup de joueurs nouveaux, une adaptation à notre système, et plus de responsabilités avec le ballon, comme j'avais dit avant. Et aussi le brassard, parce que je suis en train d'apprendre des choses. Bien sûr, j'ai des choses comme capitaine, mais après, j'apprends tous les jours des joueurs comme Pierre, Gero, et Val, qui était capitaine, et c'était un très bon capitaine aussi. Et
un peu de tous, d'Adrien aussi. Et après, comme je t'ai dit, il avait beaucoup de changements. Et je ne sais pas si c'était le brassard ou pas. Mais après, maintenant, je me sens bien. Et je me sens bien avec les coachs, avec l'équipe. L'équipe, il fonctionne plus naturellement. Donc, pour moi, ça m'aide aussi à ne pas être dans tous les petits détails. Mais je peux te dire que maintenant, je me sens bien en tant que capitaine. Et je suis trop content dans ce moment. Et sur le jeu demandé par le coach, Oui. On parlait de la première relance. Ouais. On parlait de la première relance. Tu joues beaucoup court, forcément, Ouais. mais on t'a vu aussi jouer long par Ouais. moment. Ça dépend de quoi, tout ça? Voilà. Ça dépend de comment il est les adversaires, s'ils sont courts, s'il y a l'espace derrière, et ça dépend aussi de les mouvements qu'on fait. Et aussi, on aime bien de jouer vers l'intérieur, mais aussi quand les adversaires ils sont trop serrés, et on est obligé à jouer au long ou à les côtés, à l'extérieur. Romain. Salut Léo, deux questions. Je vais commencer par la vilaine. Tu parlais de ton rôle un peu de capitaine. Bon, ce carton jaune récolté en fin de match, même si on est tous d'accord pour dire qu'on a vu un arbitrage spécial, est-ce que c'est après coup tu te dis bon, c'est le genre de carton que je dois éviter? Oui, oui. Et aussi, ce carton, j'ai essayé d'écarter à Derek parce qu'il a pris un jaune. Je ne sais pas si c'est la façon que je suis arrivé trop rapide sur l'arbitre, mais aussi j'avais besoin de le dire que ce n'était pas corner parce que dans ce moment, on était dans un moment difficile parce que c'était le dernier moment, on était 2-1 et il y avait un corner très clair. Je pense que forcément il a vu, mais non, peut-être non. Et c'est ça que j'essayais de le dire. Après, je pense qu'il était, je ne sais pas, dans cette situation, dans ce moment de le match aussi, l'arbitre, je parle, il était un peu stressé et il m'a donné direct. Je ne sais pas s'il m'a vu que c'était moi qu'il est venu à parler, parce qu'il m'a dit avant le match de toujours de venir à le parler et il m'a donné. Après, je dois comprendre aussi la décision. Et je disais là sympa, la Ligue 1 a mis en avant ton dribble, je ne sais pas si tu te souviens, sur l'attaquant du Havre dans la semaine. Je suppose que tu l'as vu, ça t'a fait plaisir d'être mis en avant comme ça. Et justement, quand on est défenseur, et d'autant plus défenseur argentin, on sait que ça va quelque part contribuer à te mettre en avant, ce genre de petites choses comme ça anodines. Est-ce que quand tu l'as vu, ça t'a fait plaisir? Voilà, raconte-moi un peu quand tu l'as fait. Est-ce que tu t'es dit, tiens, ça, j'aimerais bien qu'on le retienne Contre You? Non, contre le Havre, ouais. Tu sais quand il y a... Oui, contre Ayou. Oui, ça va. Mais après, ça sert à rien si on ne gagne pas, si je ne peux pas aider à mes coéquipiers comme ça, avec ça. Et je préfère de gagner des duels et d'être à zéro dans notre but. Après, s'il y a une chose comme ça, ça va aussi. C'est bien aussi après de les regarder. Benoît. Bonjour Léo, j'avais deux petites questions. Je vais commencer la première sur le match qui arrive. Vous allez retrouver donc Jonathan David, qui est le co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Vous l'avez déjà muselé justement quand ils sont venus, il n'a pas marqué. Est-ce qu'il y a une tactique particulière pour l'empêcher de marquer et empêcher qu'il fasse marquer les autres? Oui, nous on sait bien les choses qu'on doit faire en temps de la défense. On les travaille beaucoup. On regarde beaucoup de vidéos, mais aussi il y a des attaquants comme lui qui sont de qualité incroyable. Je pense que lui, avec tous les mouvements qu'il fait et de la façon qu'il se bouge pendant les matchs, dans le terrain, il est trop intelligent. Après, oui, on a des... Je ne sais pas comment le dire en français ça. On travaille beaucoup sur la ligne, sur les... Ah, c'était dur. Attends. On travaille beaucoup avec les défenseurs. Et on va tout faire pour ça. Ah, je recommence. Je peux recommencer? Non, oui.
comme j'ai dit, il a beaucoup de qualité. Il a beaucoup de qualité, mais on travaille trop souvent pour la ligne et on va tout faire, pour montrer qu'il ne va pas marquer. Mais aussi, il a des qualités et il peut le faire, mais on va tout essayer. Et la deuxième question, rapidement. Depuis la dernière défaite contre Auxerre, vous avez été mené que 14 minutes. 12 contre Monaco et là 2 donc samedi. Quand vous prenez un but en tant que capitaine, c'est quoi votre façon de sonner la révolte, de remobiliser vos coéquipiers? Et là par exemple samedi, c'était quoi votre discours pour tout de suite remarquer, pour égaliser? Je pense que ça, c'est toujours d'amener la tranquillité et de continuer avec notre jeu. Et on a fait ça contre Rennes, et même si ils ont marqué des buts. Après, on était tranquille, on a resté dans notre jeu et c'est ça qu'on doit faire. Parce que quand on joue notre jeu, on est trop fort et on se sent comme ça. Et après, on sait que si on joue de la même façon les 90 minutes, on va créer des opportunités et on va faire mal. Fabrice. Léo, bonjour. Bonjour. Il y a notamment un joueur qui marche super bien depuis le début de la saison, hein, c'est Mason Greenwood. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'il est à l'entraînement et comment est-ce qu'il se comporte dans le vestiaire aussi, s'il te plaît? Mason, c'est un garçon incroyable. Il est trop tranquille et il est gentil aussi. Et après, sur le terrain, il change un peu. Il est trop difficile à le prendre. Dans l'entraînement, tu sais qu'il peut sortir avec les deux pieds et il a une frappe incroyable. Et je suis content pour lui parce que l'année dernière à Getafe, il avait marqué, je pense que 10 buts. Maintenant, il va plus, mais il ne va pas finir comme ça. Et aussi, on a besoin de lui beaucoup et on aimerait qu'il finisse le meilleur buteur. Ludo. Bonjour Léo. Il y a un mois contre Lille au Vélodrome, c'était l'un de vos meilleurs matchs collectivement, mais aussi un de ceux où vous avez le plus concédé d'occasions très franches. Qu'est-ce que vous devez mieux faire contre cet adversaire et en général défensivement pour que Jérôme Rouli soit moins sollicité et que vous l'aidiez plus comme vous l'avez dit samedi? Ouais. Et oui, contre Lille on a très bien joué, mais après on a fait des petits erreurs et qu'avec cette équipe, quand tu fais des erreurs comme ça, normalement, il finit en but. Et on a eu la chance. Et le premier match que j'ai eu, il était incroyable. Et aussi, ils ont raté des occasions. Mais oui, on doit être plus concentré dans les petits détails de la ligne. Parce que c'était un peu des erreurs de la ligne défensive. Mais on l'a regardé beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une vidéo de 1 heure pour regarder ça aussi. Diana. Bonjour Léo. Bonjour. À chaque fois que Roberto De Zerbi prend la parole, il parle de l'évolution mentale, du fait qu'aujourd'hui vous avez une grosse force mentale. Valentin Rongier en a parlé aussi, du psychologue qui pouvait vous accompagner. Il y a aussi le fait que vous êtes parti en stage à Malmort ou en vacances à Copenhague. Comment toi tu l'expliques ce cap qui a été franchi au niveau du mental? Et je pense qu'au début, on n'avait pas ça, mais après, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs qui ne connaissaient pas l'ambiance, l'exigence, la pression des Vélodromes, de cette club, de cette ville, non? Mais maintenant qu'ils sont en train de comprendre tout ce qui passe ici, et après, on est en train d'être en équipe dans tous les sens, dans le terrain et dehors de le terrain. Et c'est ça qui te donne la force aussi collective. Et s'il y a quelqu'un individuellement qui n'est pas bien, après ça va venir le collectif, que ça va l'aider. Et bien évidemment, à Malmort, à Copenhague, c'est des choses que ça nous a aidé à être plus ensemble. Michel. Justement, bon, avec le vécu du match de championnat, est-ce que vous avez noté des trucs qui vont permettre d'éviter de prendre cette fois plus en défaut l'équipe de Lille qui reste sur 19 matchs sans défaite? Tu peux le répéter? Avec le vécu du match de championnat,
est-ce que vous allez travailler pour trouver les solutions pour prendre en défaut une équipe qui reste sur 19 matchs consécutifs sans défaite? Oui, bien sûr. Et comme j'ai dit avant, on regarde beaucoup les vidéos des matchs qu'on a passés, des choses qu'on doit faire pour gagner les prochains matchs. Et oui, on sait très clair les choses qu'on a fait mal contre Lille à les championnats. Et on va les faire bien. On a dans la tête ça. Après, on sait que c'est un match de la Coupe de France, c'est élimination directe, donc c'est plus dangereux. Mais je suis avec la confiance de que l'équipe va faire un gros match et on va passer ce tour. Allez, 2 dernières, Flo, Karim, et on enchaînera avec le coach. Léo, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois ces derniers temps. Je voulais te parler de Neil Maupay et de son côté très joyeux, parfois chambreur avec les adversaires. Est-ce que toi tu aimes ça? Est-ce que tu te retrouves en lui? Parce que tu dis souvent que un vrai Argentin doit aussi savoir piquer un petit peu, voire peut-être chambrer, je sais pas. Mais voilà, est-ce que ce côté chambreur, tu trouves que c'est une bonne chose? Ou parfois, toi en tant que capitaine, tu lui dis abuse pas parce que ça pourrait nous retomber dessus? Il est moitié argentin. Vous le savez ça, hein? Ok. Non, si c'est avec respect, pour moi c'est bien. Aussi, c'est aussi, on dit en Argentine, le folklore du football. C'est la part de le football, comme je dis, si c'est avec respect, ça va, ça peut passer, il peut le faire, mais toujours avec respect. Bien sûr, on doit savoir que s'il fait ça, après, s'il y a quelqu'un qui le fait, on doit assumer aussi parce qu'on le fait. Allez, Karim, on finit. Je termine avec 2 questions rapides. La première sur ton entente avec Derek Cornelius. Il est entré depuis que Geoffrey est blessé. Alors, vous avez déjà joué ensemble, vous entraînez au quotidien ensemble. Mais comment vous avez réussi à régler les automatismes, parce que depuis la fin de novembre et le fait que vous jouiez à 3 derrière, à 3 axiaux, il n'était pas vraiment titulaire. Donc comment vous avez travaillé ça? Derek, depuis qu'il est arrivé, il a travaillé toujours bien. Et après, les coachs, je pense qu'il a mis Kondo parce qu'il a pensé que c'était mieux pour lui. Mais il a travaillé toujours bien. Et après, travailler avec lui, je dois m'adapter avant. Parce que Kondo, comme j'avais dit avant, il est en milieu, il fait des mouvements différents. Mais aussi, c'est facile avec lui. Et je suis content pour lui parce qu'il est rentré dans une équipe qui est normalement souvent titulaire. Et ce n'est pas facile de rentrer comme ça. Et je pense qu'il a bien fait, il a bien réussi à se mettre dans l'équipe. Et j'aimerais que le coach il a la doute après quand il revient de qui va jouer. Parce que ça parle bien de Derek, non? Et pour terminer, depuis la fin de la trêve de novembre, donc vous avez trouvé un très bon rythme. Le contenu est vraiment meilleur par rapport à ce que vous avez montré dans la première partie de saison. Individuellement, je trouve que vous êtes tous un peu plus forts. Toi, le premier aussi, comme Valentin Rongier, comme Pierre-Emile Højbjerg. Vous avez réussi à donner peut-être le meilleur de vous-même individuellement pour être bon collectivement. Est-ce que toi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est le rôle de tes 2 matchs avec l'Argentine à ce moment-là, juste avant de revenir et de faire cette série? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a vraiment boosté en sélection pour que tu sois bon en club? Oui, je pense que l'équipe nationale, ça m'a aidé beaucoup en termes de la confiance. Mais je sais aussi, je suis trop exigeant avec moi, comme Val, comme Pierre aussi. Mais moi, je veux toujours être le meilleur individuellement, aussi pour penser en le collectif, comme tu as dit. Toujours, je pense en le collectif, mais de la façon que je peux aider à mon équipe, c'est d'être le meilleur dans le terrain. Et c'est ça. Et après, oui, je pense que l'Argentine, ça m'a donné aussi de la confiance. Coach, bonjour. On voudrait savoir avant toute chose comment
comment vous avez géré avec le groupe donc l'après-match de Rennes jusqu'à maintenant, le fait d'avoir dormi là-bas, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de récupération et même si l'entraînement n'a lieu que cet après-midi, est-ce que vous pensez que vos troupes ont bien réagi à l'effort de samedi? Oui, j'espère que oui. On a dormi à Rennes exprès pour mieux dormir, pour mieux manger, pour nous reposer avant de revenir à Marseille. On est rentré hier, on a fait un petit entraînement pour ceux qui n'avaient pas joué et là on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui aussi on fera peu de choses, le match à préparer est plus du point de vue vidéo, ce qu'on est déjà en train de faire plutôt que sur le terrain aujourd'hui ou demain. Slim ? Bonjour Roberto, juste ici au fond. Bonjour. Depuis un petit moment, votre équipe est en progrès. On le voit depuis le match contre Auxerre et depuis cette défaite contre Auxerre et notamment les victoires contre Lens. Mais il y a un point où votre équipe n'est pas forcément en progrès, c'est les coups de pied arrêtés ou même les corners. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous comptez travailler peut-être dans le temps ou peut-être même faire venir un entraîneur comme on peut le voir à Arsenal notamment? Non, en Premier League, c'est normal d'avoir un entraîneur pour les coups de pied arrêtés, mais en réalité, on y travaille, on peut progresser, c'est vrai, tant du point de vue de ceux qui sont défensifs qu'offensifs, mais on y passe du temps. On y passe du temps, ça c'est clair, tous, pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire mieux. Après, il y a des caractéristiques aussi qui font que si on arrive à mieux les tirer, on aura plus de possibilités de marquer. Mais on y travaille absolument. Flo ? Coach, question simple, vous aviez dit avec vigueur que vous étiez venu à Marseille pour jouer au Vélodrome. J'imagine que vous êtes venu aussi pour gagner un titre. Est-ce que c'est ce qui vous motive le plus? Est-ce que vous estimez que votre passage à l'OM ne sera réussi que si vous ramenez un trophée aux supporters? Évidemment qu'on vit pour l'emporter, pour gagner, on ne fait pas pour perdre. Après, parler de titre, non, il faut d'abord qu'on parle du match de demain qu'on doit gagner. Parce que la finale de Coupe de France est très loin encore. Et donc pour l'instant, il faut qu'on pense match après match. Demain, il y aura la Coupe de France. Il faut qu'on fasse un match important, un gros match. On veut l'emporter, évidemment, c'est clair. Tout comme on veut remporter le match de dimanche contre Strasbourg. Mais est-ce que vous estimez, coach, que la Coupe de France, on en parlait un peu avec Léo Balerdi, est peut-être la compétition dans laquelle un titre est plus accessible cette saison, avec ce qui est la domination pour le moment du PSG? Est-ce que la Coupe, vous dites, c'est peut-être plus jouable? Non, c'est un chemin, c'est la voie pour remporter un titre. On est tous là pour remporter un titre, pour remporter quelque chose, pour construire également, parce qu'avant de gagner, il faut construire. Et donc, sans faire de calcul, sans penser le championnat est plus dur que la coupe c'est plus simple, non. Ça, je vous laisse ce travail de faire des tableaux, de voir ce qui est plus simple, ce qui est plus difficile. Mais la réalité, c'est que demain, c'est OM Lille et on va essayer de l'emporter. Mélanie ? Bonjour coach. Question, quand vous avez assisté au tirage au sort, est-ce que vous vous êtes dit pas de chance, on affronte déjà une grande équipe pour les 16e? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit au moins cette équipe, on la connaît puisqu'on l'a déjà affrontée et qu'il faut se méfier parfois des plus petites équipes comme Annecy qui a récemment éliminé l'OM en Coupe de France et que c'est un peu un traumatisme à Marseille? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, je pensais que ce qui était le plus important, c'est savoir si on jouait à domicile ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on joue au Vélodrome. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous, on veut partir pour l'emporter, pour remporter cette coupe. Et donc, si tu veux la remporter, il faut éliminer des équipes fortes. Et Lille en fait partie. Donc,
jouer maintenant ou après contre une grande équipe. Dans tous les cas, il faut les affronter. Donc peut-être qu'en remportant ce match, on aura des matchs sur le papier plus simples par la suite. Après, quand on voit les matchs de coupe, entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de 3e division, au final, c'est pas simple non plus. Jamais. Donc au moins, on sait déjà que c'est un match difficile pour nous. On prépare bien, mais c'est difficile pour Lille aussi. C'est un match important et difficile pour les deux équipes. Nico ? Oui. Dans votre organisation de jeu actuelle, votre dernier défenseur, l'axial, le plus central, en l'occurrence la Balerdi, c'est à la fois l'initiateur, le distributeur, assez souvent celui qui touche le plus de ballons. Si je vous dis que dans votre système, c'est quelque part presque un meneur de jeu, qu'est-ce que vous me dites ? Oui, c'est un joueur qui est déterminant. Quand je construis avec le directeur sportif, avec le club, une équipe, je vois toujours les joueurs qui jouent au cœur des sources de jeu. Donc les sources du jeu, ce sont les milieux centraux, les défenseurs centraux. Ce sont ceux qui sont prêts à générer du jeu, mais à défendre de manière courageuse aussi, comme le fait Léo. Et ceux qui touchent le plus de ballons, ceux qui permettent à Greenwood, à Rabiot, à Mopé, Luis Enrique de jouer des ballons qui sont propres. Donc si les joueurs offensifs ont des qualités, il faut les servir de la meilleure façon possible pour qu'ensuite ils soient en mesure de marquer, de délivrer des passes D. Mais si les ballons ne sont pas propres, c'est plus difficile pour eux aussi. Coach, bonjour. Deux questions. Je voulais vous interroger sur le plaisir que votre jeu peut donner aux supporters de l'OM. À un moment donné, c'était difficile les résultats au Vélodrome, mais là, votre équipe, elle gagne quasiment à tous les matchs. Quelle est l'importance pour vous que le public s'y retrouve en termes d'émotion et en termes de plaisir ? Mon premier objectif, quand je vais dans un club, c'est réussir à créer une connexion, un lien entre les joueurs et les supporters. Donc, ce qui est important pour moi, c'est pas si les supporters apprécient mon style, mais que les supporters aiment les joueurs, aiment leurs joueurs. Moi, je suis content quand les joueurs marquent des buts et qu'ils célèbrent sous le virage face aux supporters. Je veux que les supporters puissent s'identifier en leurs joueurs et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de faire là. On y arrive. Je vois que les joueurs jouent pour les supporters et je vois que les supporters sont fiers de leurs joueurs quand ils les voient sur le terrain. Donc ça, c'est la magie que nous offre le football. Et comme moi, j'ai été supporter, joueur et maintenant entraîneur, j'essaye d'unir un peu ces deux composants. Et c'est la chose qui, selon moi, nous offre le plus d'émotion dans ce travail. Deuxième question. Oui, une question sur le jeune Enzo Sternal. Manifestement, il est sur le départ. Vous l'avez eu dans votre équipe en début de saison. Comment ça se fait que vous ne l'utilisez plus ? On disait il y a un an que c'était l'une des pépites du centre de formation. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il y avait Greenwood, Mopé, Eliwaï. Il y avait des joueurs qui, à l'heure actuelle, sont meilleurs que lui. Et donc moi, je dois me baser sur ce que je vois sur le terrain. Et surtout, moi, j'essaie de me concentrer vraiment juste sur le terrain. Je ne pense pas à qui j'ai en face de moi. Et donc, si le terrain me fournit des réponses, je dois les prendre en considération. Nicolas avait joué parce qu'il l'avait mérité. Robinho Vassa, il est avec nous également parce qu'il a des caractéristiques différentes de Sternal. Koum a joué à Saint-Étienne, si je ne me trompe pas. Il est rentré en jeu quand le résultat était encore assez équilibré, donc il n'est pas rentré pour lui faire un cadeau. Moi, je ne dois pas faire de cadeau aux joueurs. Je ne fais pas les choses pour juste les contenter. Donc s'il a joué, et s'il n'a pas joué, c'est parce que selon moi, il ne le méritait pas. Romain, pardon. Je vais prolonger sur Enzo Sternal. Par rapport, vous nous citez en termes de concurrence Mopé et Wai, donc vraiment le poste d'attaquant axial, et vous l'avez utilisé comme ça lors des matchs de préparation, alors dans les équipes de jeunes, on l'a vu davantage évoluer au poste d'ailier.
quelles sont les caractéristiques qui vous fait dire que c'est davantage un avant-centre qu'un ailier? De qui? Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. J'espère qu'il n'y a rien là-dessous qui soit peu clair. En ce qui concerne les ailiers, je pense que Luis Enrique et Jonathan Rowe sont plus prêts que lui. Après, les jeunes doivent avoir la patience pour pouvoir grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour aussi. Parce que c'est ce qui se passe pour tout le monde. Moi, je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes. Donc, vraiment, je me concentre pas sur les noms, mais je me concentre vraiment sur l'effet objectif, mais je regarde aussi les résultats. Donc l'objectif, c'est pas voir combien de jeunes on fait débuter, combien de points on a, mais quand ils le mériteront, ils joueront. Si Rabiot doit être sur le banc parce qu'un jeune doit jouer, vous inquiétez pas que Rabiot sera sur le banc, mais si Rabiot est meilleur que le jeune, alors c'est lui qui jouera. C'est clair pour vous, c'est clair pour les agents des joueurs, c'est clair pour les parents des jeunes joueurs, c'est clair pour tout le monde. Fabrice. Roberto, bonjour. En ce moment, tous les feux, tous les voyants sont au vert quasiment. Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous vous nourrissez de tout ça ou au contraire, vous essayez de calmer un peu l'euphorie et de dire attention, rien n'est acquis encore? On doit toujours dormir avec un œil fermé, un œil ouvert. Parce que tout ce qu'on est en train d'obtenir, de conquérir maintenant, ça peut s'arrêter demain. Donc il faut vraiment qu'on vive avec cette mentalité, avec cette arrière-pensée. Et le foot, c'est quelque chose de beau parce que quand les choses vont mal, tu as toujours la possibilité de rebondir, mais quand les choses vont bien et que tu perds un match, on oublie tout de suite ce qui était positif aussi. Donc, j'ai pas beaucoup de cheveux blancs, mais quelques-uns si. Et ça démontre qu'on n'a encore rien fait, on est à mi-chemin dans la saison. C'est vrai qu'on a des points d'avance sur Monaco, sur Lille, sur Nice, sur Lyon. Mais on pourrait les perdre si on s'arrête. Et on est encore à 7 points du PSG. C'est des points qui vraiment nous énervent. Ça me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. J'espère qu'il n'y a rien là-dessous qui soit peu clair. En ce qui concerne les ailiers, je pense que Luis Enrique et Jonathan Rowe sont plus prêts que lui. Après, les jeunes doivent avoir la patience pour pouvoir grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour aussi. Parce que c'est ce qui se passe pour tout le monde. Moi, je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes. Donc, vraiment, je me concentre pas sur les noms, mais je me concentre vraiment sur l'effet objectif, mais je regarde aussi les résultats. Donc l'objectif, c'est pas voir combien de jeunes on fait débuter, combien de points on a, mais quand ils le mériteront, ils joueront. Si Rabiot doit être sur le banc parce qu'un jeune doit jouer, vous inquiétez pas que Rabiot sera sur le banc, mais si Rabiot est meilleur que le jeune, alors c'est lui qui jouera. C'est clair pour vous, c'est clair pour les agents des joueurs, c'est clair pour les parents des jeunes joueurs, c'est clair pour tout le monde. À tirer dans nos cages. Là, je pense qu'on sera vraiment une grande équipe. Parce que c'est vrai qu'on concède encore un peu trop. Les buts encaissés, en réalité, combien? 20, 19, 20 19 ou 20 buts, c'est pas énorme non plus. Si on considère que beaucoup de buts ont été encaissés quand le résultat était déjà scellé. Le Havre, au début de la saison, je crois, contre Brest, la deuxième mi-temps, le deuxième but. Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on progresse sur cet aspect. Benoît, une question?
Oui, bonjour Roberto. Un petit mot sur Eli Wahi peut-être. On s'est vu vendredi pendant le point médical avant la conférence de presse, il n'était pas blessé. Une heure plus tard à l'entraînement, il était blessé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus et ce qui va revenir prochainement? Merci. Non, era infortunato. Non, il était blessé avant la conférence de presse, aussi durant la conférence et après la conférence de presse. Mais j'avais oublié et on ne m'avait pas posé la question de fait, donc je n'ai pas fait la liste des blessés, mais il était déjà blessé depuis quelques jours. Il est encore blessé et donc on l'attend. C'était la semaine où on aurait aimé l'avoir avec nous. Ça aurait été utile d'avoir des joueurs frais. Surtout pour ces 2 matchs d'affilée. Après Strasbourg, il y a quelques jours qui passent, mais on joue tout de suite. Donc voilà, des joueurs frais et forts, ça aurait été vraiment utile. Allez, Karim, on termine avec toi. Alors, on termine avec 2 petites questions. La première, très rapide. Contre Saint-Etienne en Coupe de France, mis à part le gardien, vous n'aviez pas effectué de changement par rapport à l'équipe que vous avez mis sur le terrain. Vous dites souvent les meilleurs vont jouer. Est-ce que le fait que ce soit une 2e compétition, ça peut vous amener à donner, alors j'aime pas ce mot, mais faire un peu des cadeaux à certains joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, où vous êtes vraiment focus sur le fait que toutes les compétitions sont très importantes et ce sont les meilleurs qui jouent? Non, c'est pas une 2e compétition, c'est une première compétition. Première au même niveau que le championnat, et donc je ne dois pas faire de cadeau. Les joueurs qui, selon moi, sont les meilleurs, qui me donnent le plus de garanties en espérant me tromper le moins possible. Donc les joueurs sont tous salariés, ils ont tous un salaire, je les respecte tous. Et généralement, j'embrasse plus les joueurs qui ne jouent pas que ceux qui jouent. Mais après, c'est la méritocratie, le foot. Ça devrait être méritocratique. Donc comme moi, je lutte contre la Super League quand vous posez des questions sur le mérite. Ce sont les meilleurs qui devraient mériter. C'est la même chose pour les joueurs. C'est les joueurs qui méritent qui devraient jouer. J'essaie de retranscrire ce que je vois pendant l'entraînement et pendant les matchs après dans ma composition. Oui. Et pour terminer, Amir Murillo est peut-être le titulaire de votre équipe dont on parle le moins. C'est un joueur qui a dû s'adapter lui aussi au changement de système. Quand on parle des joueurs qui font des grosses progressions cette saison, est-ce que pour vous, c'est un des joueurs qui rentre dans ce cadre, et quelle est son importance dans le jeu pour vous? Sono felicissimo di Murillo. Je suis très content de Murillo. Il m'apporte beaucoup de satisfaction. Je pense que c'est un des secrets. C'est parce que en jouant dans la position qu'il occupe parfois, c'est superpose et il vient attaquer. Il était présent dans le but de Mopé, d'Ulysse Garcia, et aussi une fois dans le but de Mason Greenwood. Donc je suis vraiment très content de ce qu'il fait. Oui, je pense que c'est un joueur qui est peut-être sous-estimé parfois, mais pas par moi, pas par le club. Le club vraiment a une très grande estime de lui. Et moi, j'espère qu'il restera ici de nombreuses années avec nous, parce que c'est vraiment un bon joueur, un joueur qui est professionnel, un bon garçon, et je pense un autre joueur que tous les entraîneurs voudraient.